Bienvenue dans le podcast Sous la peau des mères, le podcast de référence sur la césarienne et les cicatrices de la maternité. Celui qui parle enfin de la césarienne et des cicatrices que la maternité laisse derrière elle. Ici, on partage les histoires qu'on ne raconte pas à la sortie de la maternité. Celles des mères dont le corps a été marqué, dont la vie a basculé et qui avancent quand même. Dans ce podcast, on parle du postpartum, de la douleur, du silence et de la reconstruction. Des cicatrices visibles et de toutes celles qu'on ne voit pas. Je suis Audrey Bouillet, première patiente experte césarienne en maternité. J'ai connu la césarienne d'urgence et les cicatrices du périnée qui empêchent de marcher, de respirer, de vivre. De cette expérience est né un travail de terrain mené pendant près de 4 ans aux côtés de milliers de femmes et de professionnels de santé. Ce chemin m'a conduite à créer l'étude de référence sociale sur l'impact du vécu de la césarienne dans la vie des femmes et le programme C-Section Care, aujourd'hui déployé en maternité et présenté à nos plus hautes institutions, dont la présidence de la République et l'Assemblée nationale. On veut révolutionner le vécu des mères avant, pendant et après la césarienne ou les accouchements avec des cicatrices. Dans ce podcast, je te donne la parole, ainsi qu'à nos professionnels de santé engagés. Je te livre tout ce que j'aurais aimé connaître et qui m'aurait aidé à traverser cette période si difficile. Ici, on écoute les mots des mères, dont la maternité laisse des cicatrices. Ici, on sait, on te voit. Bienvenue dans ta safe place. Et on me passe mon bébé, et là, du bruit, le silence. Je regarde mon enfant, et là, en fait, je sais pas comment expliquer, je sens que je pars, mais vraiment que mon esprit me quitte. Et j'entends, voilà, des signaux, les médecins qui s'agitent, et c'est là où on entre dans un silence. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Gabrielle Fourchon, qui est directrice des affaires publiques et de la communication Nord-Ouest Europe de Organon, mais qui est avant tout une maman qui a accouché par césarienne, une femme forte qui a fait preuve de beaucoup de résilience après une césarienne traumatique où elle a fait une hémorragie massive et où elle aurait pu décéder. Elle va parcourir cette expérience et comment cet accouchement a totalement métamorphosé sa vie. À la fois sa vie professionnelle, mais sa vie de femme, tout court. Elle nous explique son engagement en santé, elle nous explique aussi cet accouchement traumatique et comment elle a préparé son 3e accouchement différemment et abordé le risque ou la possibilité ou non de revoir de nouveau une césarienne, soit programmée, soit d'urgence. Il n'y a rien d'évident ni de facile dans tous ces parcours et je remercie énormément et chaleureusement Gabrielle d'être venue partager son expérience personnelle. C'est un très bel épisode à écouter et à réécouter. Merci Gabrielle pour ta générosité. Belle écoute. Bonjour Gabrielle. Bonjour Audrey. Je suis super contente d'enregistrer cet épisode avec toi. Ça fait très longtemps qu'on doit le faire. Pour ceux qui suivent tout notre travail, tu nous as déjà un petit peu parlé de toi, mais aujourd'hui c'est un épisode qui est dédié à ton histoire et à ton travail au quotidien auprès des femmes. Avant que tu nous expliques un petit peu ton rapport avec les cicatrices que tu connais bien, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle. J'ai un parcours assez classique au départ, mais il a pris un vrai tournant après la naissance de mon 2e enfant, et donc après une césarienne compliquée. C'est vraiment cette expérience qui m'a poussée à m'interroger, profondément sur le sens de mon travail et là où je mettais mon énergie, quotidienne, et c'est ce qui m'a poussée aussi à m'engager vers un sujet qui est devenu une évidence pour moi, qui est la santé des femmes. Et donc aujourd'hui, je travaille pour le laboratoire Organon, qui s'y consacre, totalement, et je collabore avec, tout un écosystème d'acteurs, donc des médecins, des associations, des entrepreneurs et entrepreneuses comme toi, pour faire avancer ces sujets. Et d'ailleurs, je te remercie, on va en reparler après, mais c'est grâce à ton engagement avec Organon qu'on a pu réaliser une étude inédite et franchement, voilà, j'ai pas de mots pour te remercier et je pense que les femmes non plus. Est-ce que justement tu veux bien un peu expliquer ton expérience personnelle, de femme et de mère sur cette thématique ? Donc là, on va parler césarienne, mais voilà, qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce que t'as mal vécu ? Qu'est-ce que t'as bien vécu aussi ? Parce qu'il y a des jolies choses dans ton parcours. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis maman de 3 enfants. Elena, Noah et Sacha.
C'est lors de mon deuxième accouchement, que j'ai dû avoir une césarienne. Mon bébé était, prévu comme étant assez gros. Je faisais du diabète gestationnel, donc on avait, assez vite diagnostiqué une macrosomie avec, quand même, des conseils, du gynécologue échographe, de potentiellement avancer la date de l'accouchement pour pas rencontrer de problématiques. Ce que l'hôpital, dans lequel j'ai accouché, n'a pas souhaité, faire parce qu'eux aussi ils ont leurs guidelines, ils ont voulu bien faire et je crois tout à fait en leur expertise, pour prendre ces décisions-là. Néanmoins, bah, le jour de l'accouchement est venu, le bébé, n'arrivant pas, on décide de me déclencher et puis, bah, là, c'est, une succession, de moments assez douloureux, avec, bah, un bébé qui s'engageait pas, des problématiques avec la péridurale qui fonctionnait plus ou moins, des malaises à répétition, des chutes de tension. Ça a duré de nombreuses heures, ça a duré une douzaine d'heures, sans progression et puis, en fait, on a un moment sans progression, je suis quand même arrivée à 8 centimètres de dilatation et puis on a décidé finalement, d'essayer de me faire pousser et cetera, mais sans succès donc et ça a duré quand même pendant un certain nombre d'heures, hein, parce que je crois que de 20 heures à minuit, plusieurs fois, on a essayé de me faire pousser. Et tu l'as dit, pardon, tu étais sous péri? J'étais sous Et tu péridurale. étais très très dosée? Enfin, tu sentais quelque chose ou pas? Pas toujours, non, Mmh. pas toujours et justement, à un moment, ils ont du coup, mis une dose un peu plus forte et c'est là où j'ai fait une grosse chute de tension avec un malaise et à ce moment-là, j'étais toute seule. Mon mari avait dû s'absenter quelques minutes. Ouais, c'était vraiment une expérience, très, très douloureuse qui m'a semblé très longue et donc quand on a évoqué le fait d'aller enfin en césarienne, en fait, au départ, je l'ai vécu comme un soulagement parce que je me suis dit: «Ah, enfin, on va pouvoir, Bah, tu vois une heu» issue, quoi? Parce qu'en fait, dans ces exactement. moments-là, tu te dis: «Bon, comment je m'en sors, quoi?» entre les Bah, oui, douleurs et j'avais mal et puis, j'avais rien contre la césarienne et j'ai toujours rien contre la césarienne. Enfin, moi, je mmh. voulais juste que tout se passe bien. Mais là, j'avoue que j'étais un peu perplexe. Pourquoi on prenait pas cette décision? Parce que j'étais clairement pas en forme. Mmh. Là, toute une armée de médecins, sages-femmes qui débarquent, dans la chambre, et là, tout va très vite, hein. On c'est en 5 minutes, vous êtes au bloc opératoire, vous êtes transportés, il y a plein de gens qui s'occupent autour de vous. C'est hyper bruyant, d'ailleurs, c'est Mmh. assez surprenant et tout s'installe vraiment à une vitesse folle et à ce moment-là, du coup, j'ai mon mari à côté de moi, je me souviendrai toujours de l'anesthésiste aussi à mes côtés et on me passe mon bébé et là, du bruit, le silence. Je regarde mon enfant et là, en fait, je sais pas comment expliquer, je sens que je pars, mais vraiment que mon esprit me quitte et j'entends, voilà, mmh, des signaux, les médecins qui s'agitent et c'est là où on entre dans un silence et je me réveille, en fait, après je ne me souviens de rien, hein, donc je me réveille, plusieurs longues minutes après. Toujours dans la salle donc mais là, dans un plus petit comité, mon mari n'est plus là, mon enfant n'est pas là. Il y a toujours cet anesthésiste à côté de moi qui m'a pas quittée, je pense de du tout le long, qui me rassure, qui me parle et c'est là où en fait, on m'explique, qu'on est en train, voilà, de s'occuper de moi, que ça va aller, qu'on va me conduire dans une salle de réveil, ce qu'on fait au bout de longues minutes. Et là, je passe 4 heures en surveillance, dans une couverture de survie et c'est long et en fait, à ce moment-là, je suis encore dans un espèce de bah, ça va, c'est bizarre parce que je pense que je suis un peu shootée, Ouais, un peu ouais. soulagée, j'ai plus de douleur, Mmh. je suis bien, je suis au chaud. Alors j'ai très hâte de voir mon bébé, mais je pense que je réalise pas complètement ce qui vient de se passer, en Oui, puis fait. en fait, bah, alors moi je le sais, mais en fait, ils te l'ont pas encore dit. Non, en Voilà. fait, on m'a pas Mmh. encore dit. J'ai l'impression que tout ça, c'est assez normal et puis j'étais fatiguée, donc en fait, je me rends pas compte. Et à ce moment-là, il est quand même quand on me sort de cette salle de réveil, il est du coup 4-5 heures du matin. On est en période Covid, hein, donc on m'amène dans ma chambre, et puis on va chercher mon mari et là, ce qui est assez difficile, c'est que donc je suis évidemment encore sous anesthésie, je peux difficilement évidemment me bouger. On met le bébé à côté de moi, donc je le découvre finalement vraiment pour la première fois et là, on demande à mon mari de s'en aller.
Oh la vache. Parce que c'est les protocoles à ce moment-là et évidemment tout le monde, encore une fois, pense bien faire. C'était une période aussi très particulière. Mmh. Mais c'est vrai qu'on se retrouve après, une journée entière, de douleur, d'efforts et cetera pour son corps, de choc et puis, on a besoin quand même de connecter avec son mari, de découvrir cet enfant et en fait, je ne peux pas bouger, je suis dans le lit en couverture de survie, l'enfant à côté de moi et on demande à mon mari de partir. Donc là déjà, c'est un premier coup dur, mais encore une fois, je suis pas complètement consciente à ce moment-là. Donc évidemment, je dors pas, je regarde mon fils avec de grands yeux et cetera, je le découvre et c'est en fait que le lendemain qu'on m'explique ce qui s'est passé, qu'on m'explique du coup que j'ai fait une hémorragie sévère, que j'ai perdu, plus d'1,2 litre de sang et qu'il va falloir voir si, j'aurais besoin, d'une transfusion et Mmh. cetera. Donc une surveillance, accrue. Mais on me dit ça, il y a pas du tout de, question sur, comment je me sens. Il y a la question de comment je me sens physiquement, Oui, c'est un contrôle technique comme c'est j'aime un bien le dire. contrôle voilà, Mmh. c'est ça et parce que c'est ce qu'ils doivent faire, hein. Ah ouais, bien sûr. Mais il y a pas de, après parce qu'il y a il y a peu de moyens aussi à l'hôpital, hein, mais il y a pas quelqu'un qui vient, pour assurer un suivi peut-être psychologique de comment je peux recevoir la nouvelle et en fait, c'est au moment de cette annonce où je réalise que je me refais un peu tout le film et que je sais pas ce qui se provoque en moi, mais je me ferme complètement Mmh. et à ce moment-là, pendant et ça a duré, même au-delà en fait, hein, de mon séjour à l'hôpital, je ne prends aucun appel. Donc c'est-à-dire qu'évidemment, c'est le premier jour, donc tout le monde vous appelle, «Comment tu vas? Comment va le bébé?» et cetera et en fait, je prétends être occupée, par texto: «Je peux pas te répondre, je suis avec le bébé, tout va bien». Parce qu'en fait, je sais que si je réponds, Tu t'effondres. je m'effondre Mmh. parce que j'ai pas envie de raconter et en fait, je veux pas montrer ça et je sais que je vais craquer, quoi et donc je préfère, donc je me confie évidemment à mon mari, mais même lui, en fait, en tant qu'époux, il réalise pas parce que lui, pendant alors en plus, j'ai un mari qui a pas tendance à s'inquiéter, mais plutôt cool Ouais, et donc lui, quand j'étais en salle de au bloc, il s'est dit: «Bon, elle est avec des médecins, il y a pas plus sûr». ouais, c'est Ce ça. qui est pas ce Ce qui est qui est pas vrai, faux, ce qui est ce qui est vrai. pas faux. Ouais, Mais en aucun cas, on lui a expliqué, en fait, ce qui s'est passé. C'est moi qui lui ai dit ouais, ouais. et donc il y a même pas eu de, «Voici comment vous pourriez accompagner votre femme parce qu'elle a vécu ça» Mmh. ou de petits tips, vous voyez? Ça a pas besoin d'être compliqué, en fait, Mmh, hein, mmh, mmh, mmh. et donc lui, il arrive évidemment, tout sourire, hyper content, peu conscient aussi de l'impact que ça peut avoir sur moi physiquement, donc plein de maladresse aussi qui peut voilà, qui peut faire preuve, pendant la journée. Mais bon, moi, je suis de nature assez, réservée, donc je cache beaucoup mes émotions et c'est pour ça que je me ferme, comme je dis, donc je Ouais, tu te protèges, en fait. oui, oui, exactement et puis, Tu te mets en mode survie, quoi. ouais, exactement et Mmh. puis après, il y a aussi, après, il y a des gens qui sont évidemment, présents, dans l'hôpital. Enfin, le personnel est plutôt assez avenant et cetera. Mais finalement, est-ce qu'il y a une différence entre un accouchement normal et un accouchement traumatique? Je suis pas sûre parce que j'ai déjà eu un accouchement, donc je vois que le suivi est à peu près le même. Pour autant, l'expérience, elle est quand même largement différente. Oui et puis ce qu'on n'explique pas, c'est qu'on a beau avoir le corps anesthésié là pour, avec tous les travaux qu'on a faits et avoir discuté avec beaucoup d'anesthésistes. J'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'il y en ait qui travaillent sur ce point spécifique. C'est qu'en fait, on est anesthésié, donc il y a pas de sensation de douleur, mais il y a quand même une conscience. C'est-à-dire, Mmh. c'est pas pour autant c'est pas parce que tu es endormi que ni ton cerveau ni ton corps n'ont un souvenir et en fait, on se rend compte que quand il y a justement cette annonce comme ils t'ont faite, c'est comme si tout d'un coup, tu te réassocies et ton corps et ton esprit, entre guillemets, «se rappellent». En tout cas, il y a un rappel d'un choc Mmh. que tu n'as dont tu n'avais pas encore conscience Mmh. et ça, c'est pas du tout pris en compte et ça et c'est très juste ce que tu dis, c'est que en fait, il y a pas d'accompagnement à la nouvelle. C'est-à-dire qu'on t'a quand même annoncé enfin, faut quand même rappeler que l'hémorragie, ça peut conduire à la mort Mmh. d'une mère. Il y aurait pu y avoir au moins, un mot de voilà, c'est pas facile à vous dire que ou, à ton conjoint dire: «Bah, voilà, c'est une nouvelle qui est pas évidente, il va falloir l'accompagner» et ça, je trouve que cet aspect psychologique, il est pas du tout pris en compte et comme tu dis, i effectivement, il faut vérifier tes constantes, il faut faire ce contrôle technique, mais ça peut pas être suffisant Mmh. et toi, dans ton expérience ensuite, à quel moment tu vas t'autoriser de soulever le couvercle finalement et ce moment où tu vas aller moins bien en fait? À Mmh. quel moment tu vas avoir cette, bascule un peu,
entre ton mode survie et ta prise de conscience et le moment où ça va être vraiment compliqué? J'ai du mal à complètement dire. J'ai l'impression que tout a été compliqué du moment où je l'ai su, en fait, D'accord. et ça a duré, mais vraiment de nombreuses semaines et en fait, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je me retenais de pleurer parce que je pense que c'était et je me souviendrai aussi, excuse-moi, mais j'en parle parce que ça m'a beaucoup marquée, mais évidemment, après ma sortie, la famille vient à l'appartement et rien que le fait de voir mon père, j'ai fondu en larmes. Mmh. Mais juste Mmh. de le voir. Mmh. Parce que je pense que je me suis dit: «C'était en fait, ça se trouve, je l'aurais jamais revu» Ouais. et de le voir, il était tout sourire, il était très, lui, pas conscient du tout, en fait, de ce qui s'était passé, quoi Mmh. et puis je pense qu'aussi, les gens, ils ont une maladresse, tu Maladresse sais, bienveillante. maladresse bienveillante d'essayer de te rassurer. Ils sont mal à l'aise, en fait, avec Ouais. ces sujets, les gens. Ils ont pas envie d'entendre les mauvaises histoires et ils savent pas comment réagir. C'est pas qu'ils veulent pas être là pour toi, c'est que ça les met profondément mal à l'aise. Dès qu'on parle de choses un peu délicates comme, une hémorragie, une expérience traumatisante, les gens, regardent, autre part et vont dire, bah, des absurdités, mais parce qu'ils savent pas trop quoi dire, donc on leur en veut pas non plus. C'est: «Mais au moins le bébé va bien» Mmh mh. et en fait, c'est comme toi si tu pas non plus, en fait. Bah, ouais, mais moi non. Et ouais, donc en fait, en fait, du coup, ça nous encourage pas à en parler parce que dès qu'on ouvre éventuellement la porte pour en parler, ce qui peut nous aider à aller mieux, bah, en fait, on sent un blocage. Je pense qu'encore une fois parce que, les gens sont pas accompagnés, On en on parle pas aussi. bah, on n'en parle pas et en fait, c'est pour ça que le travail que tu fais, il est super important parce que plus on en parle, moins ça devient un sujet et plus on est libre aussi d'accueillir ses émotions et cetera et on voit que ça mène à des catastrophes pour certaines femmes qui, vont avoir, bah, des épisodes dépressifs encore plus forts, quoi. Mmh. Hem, donc voilà, moi, j'ai la chance quand même d'avoir un socle familial fort autour de moi, d'être plutôt bien entourée. Donc au final, ça a été long, mais ça a été, aussi, hem, la preuve, j'en suis pas complètement remise parce que j'ai encore les larmes qui montent parce que quand j'en parle, donc ça veut dire que c'est encore bien présent et je pense que ça m'accompagnera toute ma vie. Mais ça va aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas complètement guérie, de cet épisode quand j'ai eu mon troisième et quand on m'a parlé de l'accouchement. Ça m'a pas empêché de faire un troisième bébé, déjà, donc c'est aussi un message positif parce que on peut aussi s'en remettre, continuer à faire des projets, avancer et cetera. Mais c'est vrai que quand, je suis tombée enceinte de Sacha, les premiers mois, tout va bien et au moment où on parlait du projet d'accouchement, c'est là où, La panique. la panique, en fait et Mmh. pourtant je savais bien, hein, que ça allait se passer. Mais le fait de le mentionner et d'en parler avec la gynécologue, c'est là où ça a trigger, en fait, Ouais. déclenché quelque chose chez moi. Bah, ouais, tout à fait. Puis tu vois, moi, enfin, on se connaît bien et je connais ton histoire et je t'apprécie tellement, que je suis aussi très émue, parce que, parce que ces moments dont tu parles qui sont très précis, ce réveil, au bloc ou en salle de réveil, ce moment où on te dit ce mot ou ce moment où tu vois ton père, Mmh. je pense que toutes les femmes qui ont vécu une césarienne traumatique ou même un accouchement traumatique vont se rappeler de ces moments. On les a toutes Mmh. et donc ça réveille un truc chez nous. Moi aussi, je suis encore émue et je pense qu'on ne peut que travailler sur un traumatisme parce qu'on s'en est un, mais et en étant accompagné par, voilà, par, des associations, par d'autres femmes comme toi, par des médecins super. C'est tout un village finalement, il faut un village pour éduquer un enfant, mais en fait, tout autant pour prendre soin des Mmh. mères. Et je te remercie parce que toi aussi, par ce témoignage, tu permets à des femmes de se sentir moins seules et c'est hyper important. Hem, Quand tu as eu justement ce trigger où tu t'es dit: «Ah, c'est pas complètement passé», il me semble qu'il y avait, soit j'essaie une voix basse et j'ai une potentiellement une césar d'urgence de nouveau avec, la Mmh. panique, hein, la panique Mmh. chez toi, la panique chez l'équipe aussi Mmh parce mh. que ou j'ai une césar programmée. Oui. Et je trouve aussi que ça, c'est quelque chose qui est mal accompagné et là où pour le coup les médecins et les pros de santé en général sont très maladroits, sur, l'orientation du choix quand il y a pas d'obligation Mmh. médicale, hein, j'entends, hein. Est-ce que tu veux juste en redire 2 mots? Comment tu as traversé cette période et puis, comment est né, ton dernier enfant? Oui. Bah, moi, je voulais absolument une césar programmée. En fait, je voulais éviter la situation d'urgence. C'est ce qui me terrifiait
parce que, c'est la situation d'urgence qui a fait que j'ai eu cette hémorragie aussi. Je le dis parce que c'est important, parce que c'était, un geste médical qui a créé cette hémorragie. C'était une, section de l'artère utérine. C'est ce qu'on m'a expliqué, ils ont été transparents et ils ont assumé aussi ça et c'est voilà. Donc je le dis parce que du coup, je voulais absolument éviter l'urgence et je voulais pas non plus souffrir pendant des heures parce qu'en fait, pour Sacha également, j'avais un diabète gestationnel. Il était plutôt dans les courbes là, pour le coup, mais moi je m'étais mis en tête que j'allais refaire un gros bébé et qu'il fallait je voulais pas ressouffrir en fait pendant des heures pour entre guillemets «rien». Je sais que c'est pas pour rien, Non, non, mais mais bien sûr, pour je pas aller voulais au bout de ton projet, en fait. Ton projet exactement et de je voulais voilà. voir mon bébé, je voulais éviter le stress, le choc et cetera et je me disais que si c'était, programmé, bah, ce serait, plus, confortable. C'est pas le bon mot, mais Non, mais si, tu t'évites un stress, c'est important. un Que toi, tu stress, pas une ouais. montée de cortisol au moment de ton accouchement, c'est Oui, hyper important. je Ce voulais qu'on voir veut, mon c'est que tu aies de bébé. l'ocytocine, pas du Voilà, cortisol. Si, si, je voulais voir faut mon l'entendre. bébé dans de bonnes conditions Ouais. et en fait, j'ai été super bien accompagnée, par, une gynécologue. Donc j'ai changé d'hôpital, hein, pour cet accouchement parce que c'était évidemment trop Mmh. marqué et l'hôpital dans lequel j'ai accouché précédemment reste un très bon hôpital, hein, je tiens à le Non, dire. mais c'est lié à ton trauma, tu avais C'est lié besoin à d'un mon autre, trauma, voilà, ouais. exactement. Elle m'a dit qu'elle m'encourageait quand même à réfléchir autour de l'accouchement voix basse. Elle m'a fait voir la psychologue de l'hôpital pour de nombreuses séances. J'ai fait aussi de l'acupuncture, enfin j'ai fait pas mal de choses pour allier justement, me préparer en fait à ce moment-là et au final j'ai voulu lui faire confiance parce que je fais confiance aux professionnels de santé, c'est quand même primordial, heu et je me suis dit: «Bon, si elle pense qu'on peut y arriver, on va la tenter» et mais vraiment jusqu'au bout, j'avais peur. C'est-à-dire que, heu quand j'ai dit au revoir à mes enfants, parce que là, du coup aussi déclenchement, j'ai des enfants qui ont tendance à rester au chaud longtemps, les 3. Hem, J'étais pas sereine, quoi et puis c'est toujours différent quand on a déjà des enfants. Il y a soi et puis il y a ceux qu'on laisse peut-être derrière et donc ça a été difficile pendant la journée, et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai, été super bien accompagnée par l'équipe. J'ai réussi à accoucher. Je leur ai demandé à peu près, 500 fois pendant l'accouchement s'il y avait pas de problème. Elles étaient très patientes avec moi d'ailleurs. Hem et en fait, ça m'a réconciliée avec l'accouchement et je suis hyper heureuse, d'avoir eu cette dernière expérience, parce que oui, en fait, ça a participé quand même aussi à, en partie, guérir ce traumatisme de l'accouchement que j'avais eu avec mon second. Voilà, donc c'était, une superbe expérience et je le referai, ce soir. Peut-être pas ce soir, mais en tout cas, voilà, je Ouais. vraiment, c'était génial et du coup, c'est aussi à dire, c'est qu'on peut avoir enfin, tous les accouchements ne se ressemblent pas. Ah, c'est clair. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des femmes qui veuillent pas repasser par ces épisodes-là. Mais ça peut aussi, enfin, c'est pas ça ne définit pas, la façon dont se passera le prochain, quoi. Non, c'est clair et merci parce qu'en fait, avec ton expérience, tu abordes beaucoup de points essentiels. Je trouve que ce rapport à la mort, il est aussi, bah, tu sais, on en a fait tout un chapitre dans l'étude, on va en parler juste après. Il est complètement, mis de côté alors qu'il est, comme tu l'as très bien dit, hyper prégnant. C'est-à-dire même pour ton dernier accouchement, tu te posais la question: «Est-ce que je vais revenir?» Mmh. Enfin, faut quand même se rendre compte que on va donner la vie, on a toute cette légende autour de la positivité de l'accouchement et oui, mais c'est avant tout une performance physique qui est exceptionnelle. Enfin, je veux Mmh. dire, on crée un humain qu'on sort de notre corps et donc, bah, les accidents sont possibles Mmh. et je trouve que on devrait parler des 2 et ça permettrait aux femmes qui ont des difficultés de se dire: «Bah, j'y étais préparée», avoir une équipe qui les prend bien en compte, qui fait qu'elles guérissent plus rapidement et après, hop, elles peuvent se remettre sur les rails de la joie. Mmh. Mais je trouve que merci parce que tu t'en parles sur ton deuxième accouchement et t'en parles surtout sur cette préparation du troisième accouchement où moi, je trouve qu'il y a vraiment un manque d'accompagnement et pour t'avoir vu traverser cette épreuve, de ton questionnement, ça a été aussi un peu une souffrance pour Mmh. toi et parce que de devoir faire le choix de la césar programmée, tu t'assurais ta sécurité, mais tu étais déçue de pas pouvoir, accoucher par voie Ouais. basse
Et merci parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels je trouve on peut pas vraiment discuter avec nos soignants parce que les rendez-vous sont courts, qu'il y a tous les côtés santé, le contrôle technique toujours et on a besoin d'accompagnement là-dessus. Donc merci 1000 fois d'avoir partagé ça. Toute cette expérience du coup à la fois difficile et positive, qu'est-ce que ça a changé, dans ton travail et la vision de la santé des femmes, chez Organon? Alors, bah, comme j'ai dit après, cette césarienne, compliquée, bah, j'ai traversé un épisode, dépressif donc avec, je me suis beaucoup, renfermée sur moi, mais je me suis aussi beaucoup interrogée sur comment trouver du sens dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. En fait, avant, je faisais mon travail, je me posais pas trop de questions, j'étais bien, mais j'étais pas non plus, passionnée, ça avait pas forcément enfin, ça avait un sens, mais pas aussi fort que ça en a un maintenant et donc j'ai fait comme une introspection et en fait, j'ai voulu trouver ou chercher quelque chose, qui est vraiment, voilà, comme je dis, du sens et là où je puisse avoir un impact Acte. concret pour les gens. Mmh. En fait, c'était pas juste, alors moi, je fais de la communication à la base, mais c'était pas simplement vendre des produits, vous voyez? C'était autre chose. Et donc je me suis très vite, interrogée sur ce qui m'intéressait vraiment. Le sujet lié aux femmes, tous les sujets féminins, c'est là, où je trouvais un intérêt particulier, notamment sur les droits des femmes. Hem et donc quand j'ai commencé à tirer le fil, bah, j'ai découvert, toutes les inégalités de prise en charge, les retards de diagnostic, des choses que j'avais vraiment jamais vues avant. Et donc à ce moment-là, j'étais en congé mat et donc j'ai commencé à m'intéresser aussi à la Fondation des femmes, à leurs actions parce qu'elles étaient de plus en plus mises en lumière à cette époque-là. Donc j'ai commencé à m'inscrire, à leur newsletter, à être donatrice et cetera et en fait, quelques semaines après, je ne sais pas si c'est un alignement des planètes, j'ai été contactée pour un laboratoire qui recherchait quelqu'un pour s'occuper de la communication en santé des femmes Magnifique. et donc c'est là où ça a été, ouais, c'est fou parce que je trouve quand même que ce soit arrivé à ce moment-là, c'est pas pour rien. Mmh. Parce que c'est ce qui a mené à ces rencontres comme d'être avec toi et cetera. Ça a été du coup une immersion incroyable pour moi parce que depuis, je rencontre des médecins, des chercheurs, enfin des experts en sciences sociales comme Muriel Sall, des entrepreneuses comme toi et en fait, c'est un écosystème énorme qui me nourrit sur ces sujets et mon expérience, elle nourrit mon engagement aussi auprès d'Organon parce que ça a vraiment du sens. Et tu le comprends, en fait? Je le comprends. Je comprends pourquoi je me lève le matin. Mmh. C'est pas juste un travail, en fait Mmh. et je me dis que, à travers des campagnes de sensibilisation, à travers le travail qu'on fait avec toi sur ce livre blanc et ces recommandations, si ça peut juste changer la vie d'une seule femme et ben, c'est déjà énorme. Bah, alors tu me fais une transition parfaite parce que, justement, tu l'as présenté à Organon pour soutenir la recherche qu'on a menée sur justement mesurer l'impact de la césarienne et le vécu des femmes en fait, donc à la fois socialement, médicalement et économiquement. Donc projet que je t'ai proposé parce que oui, One Woman fait de la lingerie spécialisée, mais le but c'est aussi d'améliorer le soin. Il y avait une forte demande des professionnels de santé de comprendre dans quel cadre cette lingerie pouvait être portée en dehors des cancers et des autres Mmh. chirurgies, donc pour les mères. Et il y avait un problème de compréhension de ce que c'était et il y avait pas de chiffres. Mmh. Donc on a eu cette idée, avec les médecins avec qui je travaille et ça me tenait aussi à cœur moi aussi de mener cette étude. Évidemment, il faut financer les personnes qui font les analyses. Je remercie encore l'Institut CSA, qui a analysé les données, de manière indépendante et avec, immense, qualité. Et donc du coup, le soutien d'Organon, ton soutien, il a été essentiel parce qu'en fait, sans votre soutien financier, on n'aurait pas pu mener cette, étude à bien parce qu'une entreprise comme Only Woman n'a pas les fonds pour, financer ça. Et justement, pour illustrer ce que tu viens de dire, l'étude, bah, elle a donné, lieu à des recommandations, à un protocole qui est en cours de déploiement dans Mmh. plusieurs maternités. Pas plus tard que récemment, une chef de service qui est dans le pool d'experts pro de santé, qui a travaillé sur l'étude, me dit, qu'elle a interrogé, ses pratiques internes et elle s'est rendue compte notamment tout ce qui est sonde urinaire, qu'en fait les femmes étaient desondées beaucoup trop tard. Donc elle a changé, hyper rapidement le protocole interne. Il y a d'autres maternités aussi qui sont en train d'appliquer les recommandations. Et il y a des femmes, qui, nous remercient, d'avoir fait ce travail. Déjà parce que les chiffres viennent porter Mmh. leur vécu Mmh. et donc elles nous remercient pour ça. Et aussi parce que du coup, elles bénéficient de meilleurs suivis par les soignants, qui sont maintenant formés grâce aux recommandations et au protocole qui est issu de ce travail. En fait,
Soutenir cette étude et ce projet, c'est une évidence parce qu'en fait, la santé des femmes, c'est pas juste un sujet d'innovation et de recherche médicale, c'est aussi l'expérience, le parcours, le vécu des femmes et on sait que la santé, maternelle, ça reste un énorme sujet. On a déjà échangé plein de fois là-dessus, mais que les chiffres sont alarmants avec, Mmh. le suicide qui est la première cause de mortalité dans l'année qui suit la naissance, d'un enfant. Ça, c'est un signal, rouge. Aujourd'hui, la grossesse et l'accouchement sont relativement quand même bien, fléchés, couverts. Mais l'après, en fait, le postpartum, on en parle un peu plus, mais dans les faits, ça reste, encore très négligé. Et ça, on peut plus l'ignorer et donc chez Organon, notre mission, c'est évidemment d'améliorer la santé des femmes de façon large. Alors soutenir cette étude qui met en avant, ces problématiques de prise en charge, c'est complètement dans notre rôle, en fait. Parce que encore une fois, c'est pas qu'un sujet, médical, c'est un sujet de société et que mettre en avant ces réalités à travers le travail que tu fais, les chiffres que tu as révélés pendant l'étude et le parcours que tu as travaillé, bah, c'est une manière de faire avancer, la prise en charge, des femmes et donc de réaliser notre mission. Mmh. Ouais, puis je pense que tu es comme moi, chaque fois que tu arrives à contribuer sur cette thématique, c'est toi qui guéris un peu, quoi. Aussi, oui, oui, non, mais bien sûr, au-delà de l'aspect, Personnellement, organon, du soutien, c'est effectivement, c'est aussi thérapeutique, pour moi. mmh. Eh ben, franchement, merci beaucoup, Gabrielle, et merci pour ton engagement parce que même si, voilà, tu portes les projets pour Organon, c'est les sociétés, enfin les entreprises ne font que ce qui est porté par leurs, employés, leurs salariés et ton engagement, ta passion à aller au bout de tes projets, c'est ce qui fait, ta force. Ce qui fait que moi, je suis tellement heureuse de travailler avec toi et comme plein d'autres. Tu étais, au premier bootcamp que j'avais fait, dans la santé des femmes. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Donc toutes ces actions que tu mènes, elles sont essentielles, à la santé des femmes, elles sont essentielles à nous tous, à nous toutes, qu'on soit dans des associations, qu'on soit des particuliers, qu'on soit des entrepreneurs. Merci pour ton travail de prévention, merci pour ton engagement, merci pour ton soutien. Si, des personnes veulent te contacter pour ton parcours personnel ou par rapport aux missions que tu viens de nous expliquer là et qui auraient envie de travailler avec toi, où est-ce qu'ils te contactent? Ah ouais, c'est assez simple, hein, si vous voulez échanger et poursuivre la discussion, vous pouvez me contacter, sur LinkedIn, vraiment c'est là où je suis le plus active, sous mon nom, Gabrielle Fourchon. Eh bah, super, on mettra directement ton profil dans la description, et moi je te dis encore merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à Gabrielle pour sa confiance, son témoignage, son engagement envers les femmes et aussi pour son amitié, car c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, parce que nous sommes toutes les deux césarisées et engagées. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes pour trouver des femmes comme vous ou bénéficier des conseils de nos professionnels de santé experts et partenaires. Vous pouvez aussi retrouver nos fiches conseils, nos guides sur notre site internet wantedwomen.fr ou sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr aussi commander notre lingerie spécialisée ou l'offrir pour soulager une femme autour de vous. C'est une innovation mondiale brevetée dont on est hyper fiers. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seule, que vous êtes capable, que vous êtes puissante, extraordinaire et que votre cicatrice est aussi une de vos plus grandes forces. Vous êtes incroyable et on se dit à très vite.